13 ans après le début de la guerre civile en Syrie, la dictature de Bachar el-Assad s'est effondrée le 8 décembre dernier. Benjamin Boivin, ça a surpris un peu tout le monde, cette nouvelle là, de la chute du régime d'Assad. C'est très complexe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle, en fait, le départ de ce dictateur? Ben, ça dépend à qui on pose la question. Hein. Le dictateur Bachar al-Assad était contesté depuis, comme tu le dis, presque une décennie et demie, là, depuis le début du printemps arabe, dans le contexte duquel plusieurs États du monde arabo-musulman ont connu des transformations politiques majeures, la plupart du temps très rapides. En Syrie, ça a duré très longtemps. Bachar al-Assad menait un gouvernement semblable peut-être en son principe à celui qui était gouverné par Saddam Hussein avant l'invasion américaine, qui, durant toute la période de la guerre civile, était soutenu par des opposants de la plupart des pays occidentaux, en l'occurrence la Russie et l'Iran, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il s'agit d'une victoire du point de vue des forces occidentales qui se sont opposées à Bachar al-Assad et qui ont investi des ressources énormes pour anéantir son régime. Sauf que ce n'est pas eux qui l'ont renversé, finalement. Non, exactement. En fait, le contexte dans lequel le régime a été renversé, en fin de compte, ben, c'est un peu le contexte de la guerre en Ukraine qui a affaibli la capacité de la Russie à s'investir dans le conflit civil syrien en soutenant Bachar al-Assad. Hein. L'attention des Russes a été davantage portée sur la guerre qui les concerne directement. Et d'autre part, sur le conflit israélo-palestinien dans lequel est investi par pays interposés l'Iran, qui a davantage investi ses ressources dans le soutien de groupes radicaux au Liban notamment. Et donc, dans ce contexte-là, ben, la multitude, la pléiade, la quantité presque infinie de groupes et de groupuscules qui sont installés en Syrie depuis une décennie et demie ont réussi à se liguer, à se reconstruire autour d'une organisation particulière qui s'appelle l'Organisation de libération du Levant, HTC, dirigée par un dénommé Al-Joulani, qui a vraiment été le principal maître d'œuvre dans les dernières semaines de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad et qui a finalement réussi à s'installer comme une figure de domination de facto actuellement, même s'il exerce... C'est juste un rebranding de ISIS et de Daesh? Al-Joulani, dans les dernières années, a été un membre actif de Al-Qaïda et un membre actif de l'État islamique. Ce sont des organisations qui se recoupent à bien des égards et qui se combattent mutuellement. Là. Maintenant, l'organisation que mène Al-Joulani est opposée à Daesh qui agit dans d'autres secteurs, pardonnez-moi, sur le territoire syrien. Chose certaine, c'est que l'idéologie que véhicule cette organisation-là est une idéologie djihadiste, salafi, une idéologie qui vraiment favorise l'établissement d'un islam politique radical en Syrie, qui est très différent du régime de Bachar al-Assad, là, qui lui appartenait à une minorité à l'intérieur du monde musulman, la minorité alawite, qui est elle-même un groupe à l'intérieur du monde chiite. Et cette gouvernance-là de la dynastie al-Assad, là, Bachar al-Assad et son père, qui était son prédécesseur, avaient pour l'essentiel une gouvernance qu'on pourrait dire marginalement plus libérale en ce qui a trait à la liberté religieuse. Là. Avant le début du conflit civil syrien, les populations chrétiennes dans ce pays-là étaient un peu plus nombreuses, en fait significativement plus nombreuses, et vivaient dans des conditions qui étaient peut-être moins difficiles que celles qui se sont établies durant la décennie et demie qui a suivi le début du conflit entre Assad et ses opposants. Maintenant, le nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place, avec un nouveau premier ministre de transition, prétend avoir l'intention de maintenir un certain équilibre entre les différents groupes, les différentes parties de la population syrienne, qui est un pays, somme toute, assez diversifié sur le plan ethnique et religieux. Évidemment, est-ce qu'on tient ce discours-là pour réussir à obtenir des concessions des pays occidentaux, réussir à lever des sanctions économiques, des choses comme celle-là? Est-ce que c'est la véritable intention du régime qui est en train de s'installer? Nul ne le sait. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement pour la minorité chrétienne dans l'ensemble du Moyen-Orient, mais bon, particulièrement en Syrie? Tu dis que c'est quand même des groupes, si j'ai bien compris, d'influence islamique. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les chrétiens. Non, pas du tout. Les observateurs internationaux concernant la situation des chrétiens en Syrie sont un peu perplexes. La population chrétienne là-bas elle-même n'est pas certaine de savoir ce à quoi il faut s'attendre. C'est certain que la composante djihadiste radicale du groupe qui a pris le contrôle de la situation en Syrie est de nature à inquiéter les populations chrétiennes parce qu'évidemment, dans d'autres pays où il y a eu des renversements politiques, on peut penser à la Libye, par exemple, ou à la Tunisie ou à l'Égypte, ben, c'est souvent des renversements de régime qui ont été suivis, soit dans la durée, soit du moins pour une courte période de temps, de régimes qui ont été très oppressants à l'égard des minorités religieuses comme celles chrétiennes.
On peut penser aussi à ce qui s'est passé en Irak, là, juste à côté. C'est un régime de Saddam Hussein qui a été renversé. Les chrétiens se portaient mieux en Irak, paradoxalement, sous Saddam Hussein qu'aujourd'hui. Oui, exactement. Et donc, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter que c'est ce qui va arriver avec la Syrie. Mais bon, la partie de la Syrie qui était effectivement gouvernée par l'Organisation de libération du Levant jusqu'à présent, là, dans les derniers temps, c'est une zone qui était caractérisée par un degré de répression qui n'est pas comparable, par exemple, à ce qu'on retrouve en Afghanistan. Donc, évidemment, on voit des femmes voilées dans l'espace public, mais pas nécessairement le port du voile intégral obligatoire. Des femmes qui peuvent fréquenter des institutions d'enseignement public. Donc, pour le moment, la situation n'est pas catastrophique là, du point de vue des observateurs internationaux, mais comment ça va s'établir dans la durée, c'est dur de savoir. Ça reste à voir. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, reprends ton souffle, prends une petite gorgée d'eau et merci beaucoup.